Tout de suite sur Bénin TV. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Bénin TV. Bonsoir, bienvenue. À la une de ce journal, championnat national scolaire, Grand Popo rallume la flamme. 5 ans après avoir accueilli la compétition, la cité balnéaire renoue avec le championnat national scolaire. Pendant une semaine, 1488 jeunes athlètes venus des 12 départements du Bénin vont se mesurer dans 5 disciplines. Enjeux, ambition et ambiance d'une grande fête du sport scolaire à découvrir dans ce journal. Également dans cette édition, formation des jeunes avec davantage d'opportunités. Le gouvernement passe à une nouvelle étape. À partir de la prochaine rentrée académique, le téléenseignement sera déployé dans toutes les universités publiques. Une réforme destinée à réduire les contraintes liées au déplacement et au coût, tout en élargissant l'accès à l'enseignement supérieur. Les détails dans un instant. À l'international, au Nigeria, les autorités déploient une vaste opération sécuritaire dans le sud-ouest du pays. En France, le président sud-africain Cyril Ramaphosa plaide pour un regard plus inclusif sur l'Afrique du Sud à l'occasion de sa visite officielle. Puis, tension autour du détroit d'Ormuz. L'Iran annonce sa fermeture tandis que Washington affirme qu'il demeure ouvert. Les répercussions d'une situation qui retient l'attention de la communauté internationale. Voilà pour les titres. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le championnat national scolaire fait son grand retour à Grand Popo. 5 ans après avoir accueilli cette vitrine du sport scolaire béninois, la cité balnéaire retrouve les couleurs d'une compétition qui célèbre à la fois l'excellence, le mérite et la relève sportive nationale. Pendant une semaine, 1488 jeunes athlètes issus des 12 départements du Bénin vont croiser le fer dans 5 disciplines sportives. Le coup d'envoi officiel de la compétition a été donné par le ministre des Sports et de l'Engagement civique, Koudous Abdoulaye, Igor Ayosso et Patrice Rouillet pour le compte-rendu. 5 ans après, Grand Popo reprend le flambeau de l'organisation du championnat national scolaire. 1488 talents vont à la quête des places d'honneur dans 5 disciplines sportives. Il y a 5 ans, ici même, sur ce magnifique stade communal, la première édition fut lancée en 2021 avec un pari ambitieux. Faire du sport scolaire un véritable vivier de talent. À l'époque, une seule discipline était au rendez-vous. Le football chez les filles comme chez les garçons. Aujourd'hui, en 2026, nous sommes de retour sur ces mêmes lieux, sur cette même terre chaleureuse de Grand Popo. Mais que de chemin parcouru. Nous sommes passés de 88 classes sportives à 164, de quelques centaines d'élèves au départ à 1488 jeunes athlètes engagés cette année. Depuis lors, nous avons vu naître des championnes et des champions, des vocations, des rêves, des talents incroyables. Le sport ne se réduit pas seulement à la performance. Il est avant tout une école de la vie, un terrain d'apprentissage, des valeurs qui font les grands citoyens, les grands hommes. Sur fond de reconnaissance aux Amazones footballeuses de moins de 17 ans, de retour de Lomé et dont les joueuses, pour la plupart, sont des produits des classes sportives. Le championnat est un rendez-vous qui bat des records de participation des jeunes talents. Nous avons de la valeur humaine, nous avons la jeunesse. Et comme l'a dit si bien son Excellence le Président, M. Romuald Waïdaï, nous devons investir sur la jeunesse pour avoir dans tous les secteurs
cette belle image que nous avons eue ce soir, cette belle prestation des jeunes, des femmes, Amazones, qui ont défié de par leurs prestations, même des hommes. Je suis très fière d'avoir vécu, assisté à ce lancement cet après-midi. Jeunesse en mouvement, héritage, excellence, citoyenneté, thème du tableau artistique, une ode de cette jeunesse désormais aux couleurs du capital humain béninois a révélé dans tous les domaines et pendant une semaine à Grand Popo. Parlons toujours sport. Ils ne sont désormais plus que 4 à pouvoir prétendre au trophée le plus convoité du football mondial au terme des 2 derniers quarts de finale disputés samedi. Et dans les premières heures de ce dimanche, le dernier carré de la compétition est désormais connu. L'Angleterre et l'Argentine ont validé leur qualification en rejoignant la France et l'Espagne pour des demi-finales qui s'annoncent d'une intensité exceptionnelle. Le rêve mondial se poursuit donc pour ces 4 grandes nations du football à 2 marches seulement du sacre. Retour sur les 2 dernières affiches des quarts de finale avec Fifame Ataledi Okoundé. Au plan national, dans la suite de sa tournée de terrain, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi en charge de la formation professionnelle a multiplié les étapes au sein de plusieurs centres de formation à travers le pays. Au fil de ses visites, l'autorité ministérielle s'est imprégnée des réalités du terrain, a échangé avec les responsables et les apprenants, apporté aussi des réponses à certaines préoccupations avec des orientations. Ghislain Pouguet, Françoise Insou. Nous allons vraiment travailler afin d'améliorer d'abord les conditions de vie de nos apprenants. C'est sur eux que va reposer le développement économique de notre pays. D'un centre de formation à un autre, d'une entreprise à une autre. La ministre est accueillie ici, à Boycon. Une centaine de jeunes se forment ici, dans les principaux métiers de la mode. Couture, teinture, broderie, maroquinerie. Le département des Collines aussi a accueilli la délégation ministérielle. Ce centre de formation installé à Dassa forme des personnes en situation de handicap en savoir-faire maroquinier. La ministre les a entretenus sur l'importance d'être autonomes et a loué la résilience dont ils font preuve. À Gouagon, au centre de formation et d'apprentissage, il existe 14 métiers. Bientôt, nous allons commencer par élaborer nos plans de travail annuels, ce qui va être pris en compte également au titre de l'année 2027, on le fera. Par rapport aux apprenants, vous avez cette chance de vous installer à votre propre compte, de créer votre petite entreprise au niveau du ministère. Il y a des mesures d'accompagnement dont vous pouvez bénéficier pour pouvoir agrandir, en tout cas, votre activité. Depuis sa création, le centre a inséré sur le marché de l'emploi 1132 jeunes formés en coiffure, maraîchage, électricité, couture, peinture, maçonnerie, soudure. À court terme, ce que nous pouvons faire, nous allons le faire et le reste, nous allons le planifier. Partout où elle est passée, elle s'est rendue à la préfecture, dans les locaux de la Chambre des métiers de l'artisanat, dans les antennes départementales de l'Agence nationale pour l'emploi, après l'Atlantique, le Mono, le Koufo, le Zou et les Collines. Elle est annoncée dans un autre département pour bientôt, très bientôt. Cap à présent sur une belle histoire de réussite et d'insertion professionnelle à Sakété. Des jeunes qui, hier encore, étaient en quête d'un avenir professionnel s'illustrent aujourd'hui dans l'apiculture. Une transformation rendue possible grâce au programme Azoli qui a su convertir l'apprentissage en une véritable opportunité économique et en une source durable de revenus. À travers leur parcours, c'est tout l'impact d'une politique d'insertion par la formation et l'entrepreneuriat qui se donne à voir. Enoch Mpati et Igor Ayosso sont allés à leur rencontre. Pour ces jeunes, l'apiculture n'a plus de secret. Équipés de leur combinaison de protection, ils manipulent les ruches avec assurance et professionnalisme. Ici, nous sommes sur le site de Yoko de Bagla, où 21 bénéficiaires apiculteurs ont déployé environ 105 ruches sur le site.
les ruches sont déjà installées dans le cadre du programme Azoli. Déployés sur le terrain par Azoli, ils ont su saisir l'opportunité offerte par le projet d'inclusion des jeunes prodiges. Nous avons débuté la formation en phase théorie, en première position, et secondo, nous avons continué en phase pratique. À la fin de la formation, nous avons bien des locations qui nous ont permis d'avoir des ruches, des accoutrements et tout ce qui y va pour que chacun puisse s'installer. Nous nous sommes déjà installés dans nos différents sites. Nous remercions le gouvernement à travers le projet Azoli de l'ANPE parce que grâce à ce projet, nous pouvons aujourd'hui nous occuper. Après plusieurs mois de formation et d'accompagnement, ils récoltent aujourd'hui les fruits de leur travail. Le revenu est pour les jeunes. En tant qu'agrégateur, on accompagne les jeunes dans la collecte, la commercialisation et leur permettre de rentrer dans leur dû afin de pouvoir satisfaire à leurs besoins. Et les amener également, et surtout de concert avec les directions de l'élevage, notamment du ministère de l'Agriculture, à la certification de leurs produits dans l'optique d'assurer la protection de l'environnement. Ces jeunes seront également accompagnés. Un accompagnement du prodige salué par les autorités communales qui y voient un véritable levier d'insertion des jeunes. J'avais eu la chance de tenir une réunion avec les représentants d'Azoni et ANPE dans mon cabinet ici. Et ensemble, on a fait le tour d'horizon. Et les difficultés que ces jeunes ont en matière d'installation, nous avons trouvé des apports de solutions. J'ai fait un tour pour voir comment ils s'occupent. Je ne peux qu'encourager Azoli et ANPE dans ce sens, de ne pas baisser les bras, parce que notre jeunesse a besoin de ça, surtout celle de Sakété. Ces jeunes formés illustrent sur le terrain l'efficacité du programme Azoli, qui transforme les ambitions en emplois durables. Formation et emploi, on en parle encore. Faciliter l'accès à l'enseignement supérieur et offrir plus d'opportunités aux jeunes, c'est l'une des priorités du gouvernement. Dès la prochaine rentrée, donc, le téléenseignement sera déployé dans les universités publiques pour réduire les contraintes de déplacement et les coûts, tout en élargissant l'accès à la formation. Découverte de ce nouveau dispositif avec Rebecca Kanyaoundé, Élisée Desguillons et Patrick Imavo. À Djabo, village de la commune d'Abomey-Calavi, pour aller à l'université où elle est inscrite en 2e année de géographie. Amandine fait tout un trajet. Environ 6 à 7 kilomètres séparent son domicile du campus. Ça coûte beaucoup pour moi. Avec ces lancements, on peut dire que ça va réduire beaucoup de choses. Dès la rentrée universitaire 2026-2027, elle sera soulagée. Le gouvernement a décidé d'intégrer le téléenseignement dans le système éducatif du Bénin afin de moderniser les pratiques pédagogiques, enrichir les contenus de formation et garantir à chaque étudiant, quelle que soit sa localisation géographique, un accès équitable à un enseignement d'excellence. Cette approche pédagogique sera progressivement mise en œuvre dans les 4 universités publiques du pays, celle d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ainsi que l'Université nationale d'agriculture. Avec les difficultés de déplacement des étudiants, avec les difficultés des IGUT, des amphithéâtres, vous voyez, surtout en droit où j'interviens, c'est plein à craquer. Je pense qu'enfin, on y est. Donc, pour moi, c'est un soulagement. D'abord, moi, je quitte 4 heures du matin pour pouvoir avoir les premières places. Mais avec 4 heures du matin, déjà, nous venons Saint-Laurent. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et encore, il y a de la chaleur puisqu'on est nombreux. Et vraiment, je crois que le e-learning tel que c'est annoncé, ça va être vraiment intéressant. Elvina et Marc, eux, y voient une opportunité sans pour autant vouloir renoncer à ce qui fait aussi la vie universitaire.
Par exemple, dans ma filière, lorsque le professeur fait les démonstrations au tableau et tout, lorsqu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas la possibilité de demander directement au professeur, on se rapproche de ceux qui sont tout juste à côté et on dit voilà, s'il te plaît, explique-moi telle chose. Donc, il y a cette interaction-là qui sera plus possible. Ces préoccupations trouvent déjà un début de réponse de la part de l'exécutif. En plus de la plateforme nationale de téléenseignement étudiant.bj, le gouvernement prévoit l'aménagement d'espaces pédagogiques y dédiés sur plusieurs campus, la mise en place de studios de téléenseignement ainsi que des équipements de vidéoprojection pour accompagner cette transformation. Et puis, dans un autre registre, améliorer la qualité du service public de la justice et renforcer le dialogue entre les principaux acteurs de la chaîne judiciaire, telle est l'ambition partagée par les professionnels du droit réunis à Abomey. Pendant 2 jours, les 9 et 10 juillet, le tribunal de première instance a accueilli la 16e rencontre de dialogue entre la Cour suprême, les juridictions du fond et les ordres professionnels de la justice. Compte rendu, Cadnel Capo, Pedro Messambewa. C'est une rencontre aux allures d'échanges interactifs au tribunal de première instance d'Abomey, département du Zou. Ils sont magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs ou encore greffiers et parlent le même langage, celui de la justice. L'intérêt de cette rencontre dépasse donc largement le cadre institutionnel. Ce qui est marquant dans le cadre de cette 16e rencontre, c'est de voir toutes les juridictions de fond du Bénin et de la Cour suprême dans un dialogue pour améliorer la qualité du droit au Bénin. Régularité des procédures, protection des personnes vulnérables, qualité des décisions pénales, l'accès aux juges ou encore sécurité juridique sont les points clés des discussions entre ces techniciens du droit. Le juge foncier aujourd'hui doit voir au-delà des catégories prédéfinies par la norme juridique et aller au-delà, faire œuvre de législateur. Et donc c'est cette attitude de proactif qu'on l'invite à exercer aujourd'hui et à voir de plus en plus dans la réalité des faits. La justice des mineurs est une justice qui mérite pleinement qu'on y prête attention, qu'on y apporte suffisamment de réformes qui entrent dans le cadre de la protection et du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il nous faut, chers collègues, inspirer dans notre action au quotidien confiance aux plaideurs et plus généralement à nos concitoyens. Les conclusions des travaux de 2 jours ont débouché sur des recommandations qui permettront d'atteindre cet idéal. Sur le front de la coopération régionale à présent, à l'heure où les défis sécuritaires, économiques et environnementaux redessinent les équilibres sur le continent, les pays africains riverains de l'Atlantique misent sur une approche commune pour construire un espace plus intégré, plus sûr et plus durable. C'est tout l'enjeu du processus des États africains atlantiques. En prélude à la 7e réunion ministérielle prévue demain à Cotonou, les points focaux des pays membres se sont réunis ce dimanche pour préparer les grandes orientations qui seront portées devant les ministres. Les enjeux de cette rencontre avec le secrétaire permanent du processus des États africains atlantiques au micro de Jennifer Sativi et Mathieu Debeglo. On est en train de parler du bassin atlantique. C'est un espace qui nous unit, bien sûr, mais dans lequel il y a beaucoup de défis sécuritaires. Et cette initiative royale, ça nous permet de mutualiser nos efforts afin de pouvoir voir d'une manière beaucoup plus efficace si on est capable de travailler ensemble, de coordonner nos efforts, d'aller, je dirais, vers des solutions beaucoup plus efficaces. Alors les corridors logistiques verts, c'est aussi un aspect, je dirais, important pour qu'en tant qu'Africains, qu'on puisse aussi participer dans les chaînes de valeur et d'approvisionnement mondial. On sait très bien que
les infrastructures portuaires, logistiques jouent un rôle important dans la compétitivité économique. Mais dans la perturbation, parfois on voit ce qui se passe par exemple dans certaines régions du monde avec ces tensions géopolitiques, mais qui affectent d'une manière considérable l'économie mondiale, parce que ce sont avec ce qu'on appelle les choke points ou les goulets d'étranglement, s'ils sont perturbés, cela pourrait affecter de manière importante l'économie mondiale. On considère cette initiative et ce processus comme un élément ou un facteur qui va nous permettre d'entrer en partenariat avec les autres. Le Bénin est un acteur clé de ce processus africain-atlantique, de cette initiative qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2022, qui vise à renforcer la coordination, l'intégration des États africains atlantiques autour de visions et d'objectifs communs. Et la santé prend elle aussi le virage du numérique. Consultation à distance, avis médical, suivi ou encore prescription de nouvelles solutions digitales simplifient désormais l'accès aux soins depuis un simple smartphone. Au Bénin, la transformation numérique gagne progressivement le secteur sanitaire avec des plateformes de téléconsultation qui offrent aux patients un accès plus rapide et plus pratique à certains services médicaux. Immersion dans cette nouvelle approche de la santé avec Christelle Tongodo et Macléo Dadaoussoré. J'ai un retard de quelques jours alors que j'ai eu à prendre une pilule du lendemain. Ok, et après la prise de la contraception, est-ce que vous avez eu encore des rapports jusqu'à aujourd'hui? Non protégés? Non. Ok, d'accord. Ce simple échange se déroule pourtant à plusieurs kilomètres de distance. Grâce à la plateforme Elle, une consultation peut désormais commencer là où surgit le besoin, derrière un écran. Pour moi, il y avait matière à agir. Permettre à n'importe quelle fille ou n'importe quelle femme d'avoir de l'information fiable de santé, être en contact avec des professionnels de santé sur des sujets qui sont parfois difficiles à aborder en toute confidentialité avec ce smartphone. Je suis à Calavi. Ok, ça marche. Il y a nos cliniques partenaires qui sont sur la plateforme, vous allez pouvoir voir. Vous pouvez rencontrer un professionnel de santé, une sage-femme ou un gynéco. C'est souvent des préoccupations sur comment va se passer la grossesse, ou soit c'est souvent, je sais pas, mes menstrues, ou soit c'est souvent, j'ai pris tel comprimé. Il y en a qui m'appellent juste pour savoir aussi les méthodes contraceptives, comment ça marche. Au-delà des sages-femmes, d'autres spécialistes sont disponibles et tout de suite. On peut retrouver des spécialistes sur la plateforme comme des sages-femmes, des gynécologues, des psychologues, des psychiatres. On peut retrouver des pédiatres, des kinésithérapeutes. Nous prenons à travers l'application des pseudos. Donc nous n'exigeons pas de nom et de prénom. On peut également faire relire une ordonnance. Donc vous pourrez recevoir très facilement, que ce soit votre ordonnance de façon numérique, les résultats d'examen de façon numérique. Donc vous n'avez plus besoin de vous déplacer, d'attendre pendant longtemps dans la salle d'attente avant de recevoir vos résultats d'examen. J'ai pu téléconsulter par appel vidéo avec une sage-femme qui a été très courtoise et très gentille avec moi. J'ai été ravie de voir que je pouvais suivre mes règles avec l'application. J'ai eu accès à plusieurs articles comme comment avoir une bonne hygiène intime pendant les menstrues et je suis très ravie. Lorsque j'étais dans mon stage de gynécologie, j'ai été témoin d'un cas, donc une fille de 16 ans qui avait une grossesse non désirée et qui avait été malheureusement menée à faire une manœuvre d'avortement clandestin qui a mal tourné. Et l'équipe médicale a dû lui retirer son utérus pour lui sauver la vie parce qu'elle saignait beaucoup. D'un drame est née une plateforme qui mise aujourd'hui sur la proximité, la discrétion et l'accès rapide aux professionnels de santé. Dans la suite de l'actualité, à l'Institut français du Bénin, c'est le 14 juillet avant l'heure. En partenariat avec l'ambassade de France au Bénin, la direction a organisé dans la soirée d'hier un bal en prélude à la célébration de la fête nationale française. L'événement a réuni la communauté française du Bénin et les amis de la France qui ont partagé un moment de convivialité et de gaieté. Lénaï Kagwazaou, Jacques Autotuelo.
Le 14 juillet, en chanson et en mode compte à rebours, l'Institut français du Bénin se transforme le temps d'un samedi soir en discothèque. Le 14 juillet, ça aurait fait 2 événements. Et moi, personnellement, je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Et bien évidemment, le 14 juillet, nous ne pouvons pas inviter tout le monde. Donc ça permet aux personnes de la communauté française qui ne sont pas forcément invitées à la réception du 14 juillet de fêter. Et moi, je tiens à être à leur côté. Vous savez, en France, il y a une tradition. Il y a le bal populaire ou le bal des pompiers chaque 13 juillet. Et donc moi, quand je suis arrivée, j'ai tenu à organiser ce bal. Un bal ouvert ici à l'Institut français, ouvert à tous et à toutes. Entrée gratuite et l'idée c'est de se réjouir, de passer un moment ensemble de façon conviviale. L'idée c'est de célébrer la France, la fête nationale française avec les Béninois, les Béninoises, les Français, les Françaises, tous ceux qui sont de passage à Cotonou. C'est une soirée aux couleurs musicales françaises, teintée de mélodies urbaines d'Afrique et du monde. C'est vraiment bien, j'apprécie beaucoup l'ambiance, c'est intéressant, les gens sont bien habillés, la musique est bien aussi. Et je ne m'attendais pas à ce soit comme ça, j'apprécie beaucoup, c'est vraiment bien. Ils se sont bien organisés, j'aime l'ambiance, vraiment tout le monde est content de s'enjailler, donc... Vraiment, je félicite l'Institut français et l'ambassade de France. La joie de vivre ensemble et tout, donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Pour rappel, le 14 juillet évoque les fondements de la République française. À l'occasion, un défilé a lieu à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est une fête populaire qui célèbre l'identité nationale française avec des feux d'artifice, des concerts et des bals. Voici à présent notre tour à l'international. À l'international, donc, disais-je, au Nigeria, les autorités déploient une vaste opération sécuritaire dans le sud-ouest du pays. En France, le président sud-africain Cyril Ramaphosa plaide pour un regard plus inclusif sur l'Afrique du Sud à l'occasion de sa visite officielle. Puis, tension autour du détroit d'Ormuz, l'Iran annonce sa fermeture tandis que Washington affirme qu'il demeure ouvert. Faisons le tour rapide avec Jérôme Mbo. Au Nigeria, lors du sauvetage samedi de plus de 40 écoliers enlevés, les forces de sécurité ont reconnu avoir subi des pertes. C'est à l'issue d'une opération soigneusement planifiée pour mettre fin à une grave crise sécuritaire dans le sud-ouest du pays. Des hommes armés que l'armée nigériane a accusés d'être des djihadistes de Boko Haram avaient enlevé 46 élèves et membres du personnel de 3 écoles de l'État d'Oyo dans le sud-ouest du pays le 15 mai. L'Iran a annoncé dimanche la fermeture du détroit d'Ormuz après une nouvelle reprise des hostilités avec les États-Unis qui assurent de leur côté que cette voie navigable stratégique reste ouverte, hypothéquant davantage un retour à la table des négociations. Il s'agit de la deuxième série d'affrontements en moins d'une semaine, alors que les deux pays avaient signé le 17 juin un protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par l'attaque israélo-américaine du 28 février contre l'Iran. Chengirai Kourebouasseka a été violemment passé à tabac lors d'une scène de manifestation anti-immigrés qui a secoué l'Afrique du Sud. Ce Zimbabwéen de 35 ans a aussi le bras droit plâtré et son pied gauche maintenu par une attelle est enveloppé dans un bandage de fortune d'un simple sac plastique. Ces violences ont déclenché l'une des plus vagues importantes d'exode depuis l'Afrique du Sud. Plus de 73 000 Zimbabwéens sont partis de l'Afrique du Sud entre le 28 mai et le 5 juillet, a affirmé l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Zimbabwe, citant les chiffres du gouvernement. Le président sud-africain en visite en France a plaidé dimanche pour une relecture plus inclusive de l'histoire de son pays
Cyril Ramaphosa plaide pour la pleine reconnaissance du rôle des combattants et travailleurs noirs lors de la Première Guerre mondiale. Le président a rendu hommage non seulement aux soldats ayant combattu au bois d'Elville, mais encore aux membres noirs du South African Native Labour Contingent, une unité de travailleurs employés en Europe pour soutenir l'effort de guerre allié, dont 600 ont péri dans le naufrage du navire SS Mendy en 1917 après une collision maritime au large de l'Angleterre. Ainsi se referme ce journal. Derrière moi, retrouvez le film béninois Péré ensemble. Merci de préférer Bénin Télévision. Les mots s'arrêtent ici, les faits continuent. En revanche, à demain pour un nouveau regard sur le Bénin et sur le monde. Bien à vous.